Ça a l'air nul. Sois pas aussi négatif, c'est juste le début. Ça va démarrer. Un peu de patience. Donc là t'es en train d'enregistrer. On n'entend rien du tout. Si, écoute bien. Veuillez prêter la plus grande attention au cas où, s'il y a des gens de la radio ou d'autres gens qui écoutent la radio. au message suivant. Tu décrirais ça comment, toi, Mayday? Une émission un peu kaléidoscopique. À quoi ça sert? C'est quoi le but? Ça résonne dans tous les sens, avec des couleurs. Un peu comme des fragments de lumière qui se télescopent, mais avec des sons. Jusqu'à présent, c'était pas terrible, mais au moins ça se tenait. Maintenant, ça devient totalement confus. Et quand finit le scénario? Tous les mercredis. Tous les mercredis. Mayday, c'est à 18h sur le 102.2 de Radio Canu. Ah, je me suis emmêlée, j'ai fait trop de E. Je pense qu'il faut le refaire sans faire des E. L'essentiel ici n'est pas seulement de conter une histoire. Excusez-moi, je veux pas vous déranger, mais de mon point de vue, cette scène n'a absolument aucun sens. Mayday, saison 6. On est en octobre 2021. C'est le matin, il fait beau, je suis sur les petites routes d'Aurillac. Je retourne à Belbex où j'ai rencontré la veille Kamel Daoudi, assigné à résidence depuis 2008. Il m'a parlé de son enfance de fils d'immigrés à Paris, de la place de l'islam dans sa construction de jeune adulte, de son passage en Afghanistan avant le 11 septembre, des services de renseignement qui le prennent en filature, de son procès très politique, de sa condamnation sans preuve tangible pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, de ses années en prison en quartier de haute sécurité, de son assignation à résidence depuis sa sortie. Je suis revenue ce dimanche, juste avant les frites du midi, pour rencontrer Sandra, sa compagne, et ses 4 enfants. Une rencontre avec Kamel Daoudi et sa famille, second volet. Bonjour Fanny. Bonjour Kamel, ça va? Ça va, enchanté. Rentre, je t'en prie. Je te laisse t'installer tranquillement. Oui. Bonjour. Enchantée, je me suis lavé les mains. Enchantée, merci Sandra. Oh bah Bah, c'est évident, j'ai pas fait de concession. J'ai pas fait de concession, je pensais partir. D'accord. Bah, je trouve ça super. Oui, on peut se tutoyer un peu. Ouais. Attends, on va présenter les enfants si Kamel t'a présenté. Oui, ils sont tous en haut. Ils savent que j'ai le... Non, on leur a même pas dit. D'accord. Là, moi, j'ai dit non, c'est une journaliste, et puis ça les a juste à l'instant. Mais qui c'est? Moi, je me dis, ça fait moins. Eh ben, enchantée. Enchantée. Et j'en ai une grande qui a 18 ans. 18. Bientôt 19. Est-ce que je peux le rapprocher comme Oui, ça voilà. oui. Myriam, c'est celle qui a vécu le plus mal l'assignation, puisque c'était tout au début de l'assignation, donc quand Kamel avait des conditions plus restrictives, jusqu'à 4 signatures par jour, et aussi où personne ne s'intéressait à lui. C'était vraiment vu comme un méchant loup. Puis Myriam aussi, on l'a traité mal à l'école, la fille Al-Qaïda. Si elle fouillait dans la trousse et qu'elle disait c'est la Daesh, j'ai plus de stylo, le professeur a dit quoi? Tu parles de Daesh? Et puis tout ce qu'on lui a fait, voilà, apologie d'actes publics. Comment c'est? Attends, je sais même pas. Apologie publique d'actes de terrorisme. Voilà, à 12 ans, elle a eu ça. Et puis surtout avant, on était dans des petites communes. Les petites communes comme Longeau-Percé, il y avait combien d'habitants? 600. En Haute-Marne et Felbillot, il y avait 1200 de mémoire, 1400. Il faut avoir le cœur bien accroché, quoi. Et à un moment donné, comme on disait, on était un hamster qui se tournait dans sa petite roue là pour passer ses nerfs. Nous, c'était ça, quoi. On faisait du vélo, on allait marcher, mais c'était... Et donc Myriam, oui, elle est à 19 ans, elle est déjà vieille.
m'appelle Georges Sandra, j'ai 44 ans. Je suis enseignante spécialisée en classe de SECPA, dans le Tarn, donc à Carmaux. J'ai suivi Kamel Daoudi justement à Carmaux. C'est une ville que j'apprécie, c'est une ville populaire avec un climat qui est plutôt doux. J'ai fait des études de STAPS, c'est pour être prof de PS. Ensuite, comme j'arrivais pas à avoir le concours, j'étais pionne aussi, j'ai un peu baissé les bras et je me suis dit, bon, je vais vivre du RMI, à l'époque c'était le RMI. Puis je vais élever des chèvres, donc j'ai essayé, c'était un petit peu difficile. J'ai repris mes études alors que j'avais déjà ma première fille d'une première union avec un musulman converti, creusois. Et j'ai réussi à avoir le concours de professeur des écoles. Et je suis montée à Créteil, 2 ans. J'ai réussi à redescendre en Creuse. J'avais une classe de SECPA. Et c'est là où j'ai rencontré Kamel. Moi, j'étais prof, et là, Kamel, ça faisait 15 jours qu'il était sorti de prison. Et bon, ça a bien accroché tout de suite. Moi, j'ai pas eu peur. Il m'a dit, voilà, j'ai fait ça. Là, je suis assignée à résidence, mais ça n'a pas duré longtemps. J'attends la décision de la CEDH. Très bien, voilà. Donc, c'était bien. On a vécu pendant 1 an et demi entre 2 signatures, 8h, 18h. Voilà, donc moi j'avais ma famille là-bas, il y avait Myriam. Je suis tombée enceinte à Aubusson. Et puis le 3 décembre 2009, Kamel a été arrêté et écroué d'abord à Guéret puis à Vivonne. Il a pris 6 mois ferme parce que il m'a accompagnée à l'échographie. Voilà, on était à 20 km d'Aubusson. J'ai regardé dans mon rétro et je me suis dit, non, il y a quand même pas mal de gendarmes qui nous suivent. Il fallait mieux s'arrêter. C'était digne d'un film. Hein. Moi, j'avais emmené Myriam. Elle était malade, elle avait les yeux qui lui sortaient de la tête. Il y avait un tracteur devant, tu sais, je ne pouvais pas me garer. On était encerclés par les gendarmes. Il y avait de la brume, puisque c'était 8h, on devait être assez tôt là-bas à Limoges. Mettez les mains sur la tête. Moi, on m'a dit, ouvrez le coffre. Non, mais c'était, poussez-vous. J'avais un gros ventre, j'étais enceinte de 7 mois quand même. Bon, c'était assez démesuré, enfin, par rapport à ce qu'on avait fait. On était à 20 km. Donc là, déjà, on bascule dans un autre monde. Là, on se dit, ah. Donc là, je me suis intéressée à son procès pour regarder. Je me suis dit, quand même, si on fait des trucs comme ça, c'est que il est hyper dangereux. Je l'ai lu peut-être 100 fois, le procès. Il n'y a rien qui prouve que tu allais faire un attentat. Enfin, ça a été des aveux. Ça a été des aveux de Jamel sous torture. Enfin, c'est léger, comme preuve. Voilà. Et encore, pour me présenter, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je suis convertie depuis fin 2001 ou début 2002. Donc c'est pas Kamel qui m'a convertie. Si je me suis convertie aussi, c'est que déjà j'étais catholique, pratiquante puisque j'ai fait ma communion. Je croyais, moi, j'ai toujours cru. J'avais fait aussi le chemin de Saint-Jacques en 2001. Quand je suis revenue, c'est là où j'ai rencontré le père de Myriam. J'ai lu le Coran et ça m'a contentée, quoi. C'était ce que je recherchais. Mais ça a été une recherche. Je me suis pas convertie par amour, parce que j'étais contrainte. Et ce qui me caractérise aussi maintenant, c'est que ça fait 4 ans maintenant que je fais de l'escalade. Voilà. Et ça m'a permis de me poser émotionnellement, parce que on est confronté à ses plus grandes peurs. Et les plus grandes peurs, notamment, voilà, c'est celle de se faire attraper, en fait. Moi, alors moi que j'ai rien fait, je ne suis pas assignée à résidence. Hein. Mais te faire attraper parce qu'on a 10 minutes de retard, parce que on s'est écarté de 100 mètres du périmètre, que des fois on a même peur, on n'a rien fait, mais on se dit on va nous coller quelque chose. C'est pas possible, on nous regarde bizarrement, on va nous coller un truc. Ou de la prison, parce que ça aussi c'est traumatisant. Depuis que je connais Kamel, ouais, t'as fait 2 séjours. Et donc je connais Vivonne, à côté de Poitiers, je connais La Santé, donc à Paris, et récemment Lyon-Corbas. Des belles prisons, haute sécurité. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Oh bah oui, après moi je me laisse faire par la personne qui parle. Ça me stresse là déjà. Et si vous voulez ajouter des trucs, bah vous le prenez. Vous le laissez. Voilà.
Ma vie de famille. Quand Kamel est rentrée dans notre vie, Myriam, elle avait 4 ans et demi, donc voilà, elle voit pas beaucoup son père, donc elle l'a considéré un peu plus que son beau-père. À Aubusson, en 2010, j'ai été rapidement enceinte et c'était un enfant qui était voulu. Kamel était incarcéré. Il a pu voir Fia, elle avait 9 jours au parloir. Donc il est sorti, je crois, en avril 2010. Il a été assigné à Felbio, c'était à 8 heures de route d'Aubusson. Donc j'y allais toutes les vacances, dans une petite chambre. On allait se promener, on faisait toujours les mêmes parcours. Ensuite, Kamel est passé de Felbio à Lacaune, 4 mois, dans le Tarn. Et après, il s'est retrouvé en 2012 à Carmaux. À Carmaux, j'ai été obligée de prendre un appartement à mes frais. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans la rue pendant 1 mois et demi. Je lui ai dit, vas-y, t'inquiète, ils vont finir par lâcher. Il avait toujours son local poubelle pour mettre ses affaires. Et il dormait dans le hall d'un immeuble. Voilà. Donc là, j'étais obligée de prendre un autre appartement. Et comme ça faisait 1 an et demi qu'on était toujours là-bas, et puis qu'on avait une vie de famille un peu plus normale, j'ai dit, je vais demander ma mutation. Je l'ai obtenue, et donc on vivait ensemble. Je crois que c'est là où on a vécu le plus ensemble, 2013 jusqu'à 2015. 2 ans et demi, on a calculé. Voilà, donc j'ai acheté une maison. Une maison, elle n'était pas chère, il y avait beaucoup de travaux. Parce que ça, à ce moment-là, il y avait donc la possibilité d'être dans le même logement. Ouais. Toi, tu étais toujours avec les signatures. Voilà. J'avais reçu une assurance, en fait, par le biais de mon avocat. Donc, il a pu voir le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur de l'époque. Bon, l'ambiance était différente, il n'y avait pas tous les attentats en France, etc. Mes avocats de l'époque avaient réussi à avoir une garantie verbale que s'il n'y avait pas de trouble, a priori, le ministère ne me changerait pas de nouveau de lieu d'assignation à résidence. Donc c'est comme ça qu'on a pu un petit peu se stabiliser, prendre un appartement d'abord en location, et puis ensuite acheter une vieille maison à rénover pour que les enfants puissent avoir un quotidien qui soit un peu rassurant, et pour me permettre moi aussi d'avoir un peu de grain à moudre, parce que j'avais l'autorisation de travailler, mais c'était extrêmement difficile de trouver un emploi. Effectivement, il ne fallait pas que je quitte la commune, et trouver un emploi lorsque la presse locale parle de toi juste dès que tu arrives, c'est un peu compliqué, surtout lorsqu'elle brode et elle raconte des choses qui sont inexactes. Donc ça a duré 1 an, je crois, 1 an et demi. Et il s'avère que dans le quartier vivait un couple de policiers encartés au Front National, donc en plein état d'urgence. Ils ont utilisé en fait les suites d'un attentat qu'il y a eu contre des policiers comme eux, à Magnanville. C'est un attentat qu'il y a eu contre un couple de policiers. Et donc ils ont utilisé cet attentat qui est réel pour expliquer qu'ils avaient peur et qu'ils ne supportaient pas que je puisse vivre dans leur voisinage aussi près. Ils ont manipulé complètement cette situation en plein état d'urgence pour impliquer des voisins, leur dire des mensonges, écrire un courrier complètement diffamatoire au maire pour lui demander mon éloignement, pour lui demander que mon fils ne fréquente plus la même crèche que leur enfant. Et donc ils ont manipulé les pouvoirs publics pour arriver à leur fin, qui était de m'éloigner de ma famille. Je me suis retrouvé pendant 2 mois et demi avec des gardes mobiles, une douzaine de gardes mobiles, 2 équipes de 6 qui se relayaient pendant toute la nuit, devant chez moi, tout moteur allumé, avec les gardes mobiles qui téléphonaient pendant toute la nuit, qui dérangeaient tout le voisinage, avec des gens qui inventaient des histoires les plus folles pour faire monter une psychose et puis essayer de montrer qu'il y avait une atteinte à l'ordre public, puisque moi j'avais une vie tout à fait normale, mais ces gens-là racontaient n'importe quoi et ils ont lancé aussi une pétition pour dire que j'étais quelqu'un de dangereux, enfin bref. Et tout ça a fait que j'ai eu une perquisition administrative au domicile familial, et donc ils ont saisi tout le matériel informatique, tous les téléphones de la famille, et ils ont prétendu que j'avais des contacts avec la mouvance salafiste. Bon, j'avais fait effectivement des recherches sur des personnes, mais des gens qui étaient dans mon dossier, donc il n'y avait rien de... Enfin, c'était parfaitement normal, quoi, je veux dire. Et ils m'ont accusé également de vouloir m'en prendre
à ces policiers, alors que simplement j'avais fait des recherches sur des informations publiques, puisque c'était leur page Facebook, pour savoir quelles étaient les motivations de ces gens-là. Quand j'ai découvert donc que c'était des motivations purement politiques et qu'il y avait une manipulation des pouvoirs publics de par leurs convictions politiques, voilà, tout ça m'a été reproché et au lieu de voir ça sous le prisme du racisme de ces personnes-là, ils l'ont vu sous le prisme que je cherchais à obtenir des informations sur ces gens-là pour leur causer du mal. Et je le raconte comme ça, mais ça a été bien plus violent. Un dimanche, on avait des rituels. Après avoir travaillé toute la semaine, il allait chercher des croissants, des pains au chocolat pour les enfants. Donc on attendait papa, parce que papa allait signer à 9h. Et là, papa vient pas, je reçois un coup de fil qui me dit « Prépare la valise, ça y est, ils vont me changer de lieu d'assignation ». Alors là, ça coupe les bras, les jambes, vous posez 5 minutes, et il dit « Il faut que tu me prépares une valise, parce que dans 10 minutes, il y a les policiers qui viennent chercher. » À cette époque-là, ma femme a été très mal, au point qu'elle a été arrêtée pendant 1 an. Ces gens-là, en plus, ont manipulé une deuxième fois les pouvoirs publics, en faisant venir les démineurs. Après mon départ, j'ai envoyé un colis à mes enfants qui contenait des livres et des jouets. Il s'avère que le domicile familial, il est au même numéro que celui de ce couple de policiers, encarté au Front National, mais qui est dans la rue, contiguë en fait à la rue où on habite. On a l'impression que c'est la même rue, donc là il y aurait eu, d'après la Poste, une erreur de distribution du colis. Et en fait, ce policier là, encarté au Front National, lorsqu'il a trouvé le colis, il a appelé le commandant de police, qui a appelé la préfecture et qui a fait croire qu'en fait, c'était ma femme, par provocation, qui avait mis un colis piégé devant son domicile. Tout ça a été monté de main de maître. D'ailleurs, le commandant de police a même, pour noyer le poisson, saisi l'IGPN pour essayer de ne pas être impliqué dans cette affaire-là, parce que moi, j'ai réussi à avoir les éléments de toute cette histoire, en fait. Et il y a eu une manipulation des pouvoirs publics. Ça, je pourrais le démontrer. Ma femme, d'ailleurs, a porté plainte pour harcèlement contre ces personnes-là. Bon, malheureusement, l'affaire ne s'est pas conclue de la meilleure des façons, dans la mesure où ces gens-là ont dit, en fait, qu'ils ne s'apercevaient pas qu'ils faisaient du harcèlement. Alors que tout prouvait qu'il y avait une vraie volonté de nuire à ma femme, parce que non content de m'avoir éloigné de la ville, ils voulaient également que ma femme ne reste plus, qu'elle vende sa maison et qu'elle parte. Je suis déjà peut-être anxieuse au départ, je sais que la vie, elle tient pas grand-chose. Aujourd'hui, on est vivant, demain, non. Mais quand vous voyez aussi que tout peut basculer, que Kamel aujourd'hui est là, mais Kamel peut aller en prison, mais pour rien. Kamel peut être déplacé, Kamel peut faire une garde à vue pour une chambre à air. Vous vivez avec la peur. Vous dites, qu'est-ce qu'on va me faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont décider ? Et c'est basé juste sur l'opportunité. Je pense que dans leur bureau, il y a un moment donné, ils regardent, parce que Kamel doit être observé à la loupe. Ah bah tiens, ça peut être utile, on peut l'utiliser, on va taper fort, on va taper du poing. Et... Allez, Saint-Jean-d'Angély. Parce que pourquoi Saint-Jean-d'Angély ? Pourquoi Aurillac ? Pourquoi Felbio ? Pourquoi la Côte ? C'est quoi ce truc ? Je pense qu'ils ont tout pouvoir, ils pourraient te mettre n'importe où. Maintenant, pour avoir un petit peu pratiqué le ministère de l'Intérieur, en réalité, en fait, les ministres, ils sont là juste pour servir de figure de proue. Ceux qui abattent tout le travail, c'est les hauts fonctionnaires. Et ces gens-là sont là pendant des décennies. Ils connaissent parfaitement le dossier, c'est les chevilles ouvrières de tous les dossiers. Et il y en a une particulièrement qui s'appelle Madame Pascale Léglise, qui est la numéro 2 de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, qui intervient dans pratiquement tous les dossiers qui sont liés aux associations de malfaiteurs, qui sont liés aux migrants, qui sont liés même aux affaires internes de la police. Et c'est une dame qui est installée, qui a toutes ses entrées dans tous les ministères et qui fait à peu près ce qu'elle veut. Lorsqu'elle arrive devant des tribunaux administratifs ou devant le Conseil d'État et qu'elle soutient mordicus, tout en sachant que c'est des mensonges, des propos complètement diffamatoires, des propos complètement faux, eh bien, devant un tribunal classique, je dirais que ça passerait pas. Là, tout le monde lui donne un blanc-seing pratiquement, et puis il n'y a pas de contradiction réelle, quoi. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, sur toutes les procédures que j'ai faites devant le tribunal administratif, ou devant la cour administrative d'appel, ou devant le Conseil d'État, je n'ai pas eu gain de cause. Pourtant, mes arguments étaient forts, mes arguments étaient de vrais arguments, objectivés par des documents, par un argumentaire tout à fait construit, et elle, il suffit qu'elle arrive avec des notes blanches
Donc des notes blanches, c'est simplement des écrits qui sont non datés, non signés des services de renseignement, où ils peuvent dire à peu près ce qu'ils veulent, et que ces notes blanches sont prises en compte, même si elles ne sont pas étayées, même si elles sont complètement imprécises, même si elles sont complètement fausses, tout mon quotidien va être vu à travers ce prisme de l'antiterrorisme. Et donc, comme tout est vu à travers ce prisme sécuritaire, en fait, tous les éléments qui vont paraître anodins risquent d'être interprétés avec cette grille de lecture. Et donc ça signifie que, par exemple, quand la France a été touchée par des attentats, même si je n'ai pas participé, bien entendu, à ces attentats, eh bien, je vais faire l'objet de surveillance. Et tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire, tout ce qui va être évoqué par des gens qui vont faire des mains courantes, qui vont me signaler auprès de la police pour des choses complètement anodines, va prendre des relents complètement fantasmatiques. Pour étoffer cette continuation en fait de la surveillance sous d'autres formes. Et non, là, elle est occupée. On se retrouve, tu m'as décrit ça, Kamel, dans le où chaque fait et geste les plus anodins sont réinterprétés de manière aléatoire, diffamatoire. J'ai déconstruit cette figure, moi, parce que déjà je suis enseignante, attention, j'ai un statut, mais il a fallu que j'aille l'arracher, parce que moi, il faut bien comprendre que quand j'ai eu 2 mois et demi les CRS, chez ma collègue de travail, qui est à 20 mètres, hein, c'est-à-dire qu'on peut se faire coucou par la fenêtre, si on veut. Dans notre tête, déjà, c'est difficile de se dire pourquoi on a le camion, mais elle aussi, elle devait se dire, ils sont vraiment dangereux. Quand Kamel est parti précipitamment aussi, quand aussi j'ai eu un colis piégé, soi-disant que j'avais déposé chez les mêmes voisins, et qu'il y a une équipe des mineurs qui est venue, ça a encore mis de plus en plus de psychose dans le quartier. Moi, je me suis dit, voilà, il n'y a personne qui peut dire qui je suis. Parce que moi, je me suis dit, mais voilà, je suis peut-être vraiment la pute du terroriste. Voilà ce que j'ai entendu, Kamel. Je suis vraiment peut-être la pute du terroriste, je suis peut-être bonne à tondre, à brûler. Est-ce que j'ai été convertie à l'islam, et peut-être vraiment je suis peut-être de l'autre côté, j'ai peut-être rien compris en fait. Peut-être que je suis une mauvaise mère aussi, puisqu'on me faisait comprendre qu'avec Myriam, je n'avais pas protégé Myriam de tout ça. Toi, tu es peut-être assigné, mais moi, je suis prof et je dois me taper tout le regard des autres là. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de parler d'attentat, vous n'avez pas le droit de parler d'homosexualité, hein, parce que déjà, on sait déjà ce que vous pensez. Il faut rien dire, il faut dire oui. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je baissais les yeux. Je me suis dit, attends, je ne vais pas baisser les yeux. Je suis française, convertie à l'islam. Enfin, voilà, c'est une religion. Je n'ai pas renié qui j'étais et je ne sais pas celle que je vais devenir. Et à partir de ce moment-là, oui, j'ai pu m'affirmer et je dois faire bonne figure. Mais c'est pesant. Ça. Est-ce que, Sandra, tu peux me redécrire simplement, alors je sais que c'est quelque chose qui a évolué, le quotidien pour toi oui. Dans une semaine, voilà, simplement, juste dans la description. Une semaine type, voilà, hein, comme tout le monde, je me lève le matin à 6h30 pour amener mes enfants au CLAE, donc c'est une garderie. Bon, ma grande, elle s'occupe toute seule, elle a eu son bac, alléluia. Donc maintenant elle est en fac de sociaux, mais bon, il faut être là quand même aussi un petit peu pour elle. J'amène Fia 12 ans au collège, les 2 petits 8 ans et 6 ans à l'école. Sachant que quand Kamel est parti, ma plus petite avait 7 mois, le garçon avait 3 ans, Fia avait 6 ans. Alors je sais pas, voilà, il faut faire les courses, toutes les lessives, j'ai 4 enfants, plus les travaux, hein, parce qu'il y avait beaucoup de travaux. Là, dernièrement, il y a 1 an, voilà, j'ai refait le toit. Ça va, je fais d'escalade, mais il faut le faire. Kamel avait gardé les enfants pendant 10 jours, et refaire le toit, c'est carrément faire sauter le toit. Hein. Il n'y avait rien du tout.
il pleuvait dans ma maison, dans le premier étage. Donc voilà, toute seule. Avec des allers-retours, c'est-à-dire que, ok, c'est à 2h30, mais il faut que j'amène les enfants à 2h30 chez Kamel. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon quotidien? Ben ouais, toutes les semaines, on vient chez Kamel. C'est-à-dire que quand j'arrive le lundi, déjà, je commence à faire le sac. Des fois, je me suis dit, ah tiens, il faudra que j'amène ça à Kamel, donc je le prépare pour pas oublier. C'est faire tout le ménage, parce que vous savez que le week-end, vous n'êtes pas là. C'est s'occuper de... Moi, je suis enseignante, donc il faut que tout mon travail soit fait le mercredi jusqu'au vendredi, pour que quand j'arrive ici, je lâche un petit peu la pression, même si des fois, je continue à travailler. C'est vivre tout le temps les procédures. Est-ce que tu peux me regarder si tu trouves tel papier? Est-ce que tu peux aller chercher telle chose? C'est de se dire, ah oui, il y a tel écrit à faire pour telle procédure. Que dire mon quotidien? Je crois que le quotidien, le plus dur, c'est le regard des autres. Le plus dur, je crois que c'est d'être vu comme quelqu'un de dangereux. Voilà, ça c'est le plus dur. Il ne faut pas lâcher en fait. Que tous les efforts payent un jour. Nous, ça fait 13 ans, ça commence à faire long. On se dit, c'est pas possible. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice divine, parce que moi, je crois en Dieu. Donc. Et voilà, nos efforts payent, mais quand? C'est ça. Quand? Pas toi, Kamel? Quand? Moi, quand cette assignation à résidence a commencé, pour prendre une image, je m'imaginais faire un 400 mètres, quoi. Mais quand on part avec le rythme du 400 mètres et puis que finalement, le 400 mètres, c'est pas 400 mètres, mais c'est un double marathon, on finit par s'épuiser. Et puis on finit par se dire, on n'arrivera jamais au bout de la course. Et puis en plus, il y a cette appréhension qui est permanente, à savoir quel va être le prochain piège, quel va être le prochain coup fourré du ministère, quelle va être la prochaine façon de nous accabler encore davantage, avec un calendrier qu'on ne maîtrise pas, bien sûr. Parce que effectivement, les attentats qu'il y a eu par exemple au Bataclan ou à Magnanville ou d'autres, c'est pas des choses dont on est responsable. Et pourtant, on doit les assumer quand même malgré tout. C'est-à-dire qu'on est obligé de tenir compte de situations qui nous sont extérieures et de les incorporer dans notre quotidien pour s'auto-censurer en permanence, pour se protéger des remarques des autres. On parle par exemple beaucoup aux enfants de l'actualité, alors que c'est bon, ils sont quand même assez jeunes, pas toujours, mais on l'a fait à un moment, pour les protéger et pour leur dire aussi d'une certaine façon qu'ils n'avaient pas à être stigmatisés, qu'ils n'avaient pas à subir des choses dont ils ne sont pas responsables. Une petite anecdote par exemple comme ça qui me vient à l'esprit, donc notre fils, à l'époque je crois qu'il avait 5 ans ou 6 ans, il était dans la cour de récréation et une fois ma femme est passée, elle l'a surpris avec des enfants qui le mettaient dans une espèce de cabane, là, comme on peut voir dans les parcs, et qui lui faisaient mimer des comportements de prisonniers. Et donc ça, c'était très peu de temps après ma rafle, parce qu'on peut dire que le ministère de l'Intérieur m'a raflé quand on arrive avec une douzaine d'hommes cagoulés, puisque c'était le GIGN qui avait fait le déplacement, la translation, comme ils disent, la translation de sécurité, pour reprendre leur jargon. Le lendemain, il y avait en gros titre Kamel Daoudi déplacé vers une autre destination avec une grosse photo qui fait peur, avec des hommes cagoulés. Et donc ce journal-là, il y a plusieurs milliers de personnes qui le lisent dans la ville. Et puis ça amène des comportements. Les enfants sont un peu comme des éponges, donc ils ont tendance à répéter ce que disent les parents, aussi bien au niveau des paroles que des comportements. En plus, vu que moi, à l'époque, je m'occupais des enfants, ils n'allaient pas à la cantine, je leur faisais à manger, etc. Il y avait un rapport père-fils qui était assez profond, et puis comme ça, du jour au lendemain, voir son père partir et puis n'avoir aucune explication, c'est extrêmement perturbant pour un enfant de cet âge.
Moi, j'ai reçu une éducation assez militaire. Donc, je crois que c'est comme si on était en mission. Enfin, c'est comme ça que j'agis avec mes enfants et c'est comme ça que mon père aussi agit avec moi. C'est comme ça, tu suis et tu fais ce qu'on te demande. Moi, je vais dire la situation. Votre père a été raflé et il est à Saint-Jean-d'Angély. Quand il est parti, qu'on m'a demandé la valise, il a fallu qu'en 10 minutes, je réfléchisse à tout ce que Kamel avait besoin. En 10 minutes. Donc là, j'ai envoyé toute ma troupe. Et ils étaient petits. Vous allez chercher ci, ça. Moi, j'allais chercher aussi où je pouvais. Bon. Chaque fois quand Kamel a été en prison, c'était comme ça, point. On va pas, de toute façon, on sait que tout ce qui arrive à Kamel, ça dépasse la raison. Donc maintenant, on va pas réfléchir du pourquoi, du comment. On va faire face à cette adversité. Ma toute petite qui avait 5 ans, quand son père était allé en prison, je lui ai quand même posé la question. Je lui ai dit, tu crois que papa était en prison parce qu'il est méchant? Et tout de suite, elle m'a dit oui. Eh bien, je lui ai dit non. C'est juste pour 30 minutes de retard. On peut aller en prison sans être méchant. C'est le cas de papa. Et donc, juste pour revenir, je leur ai fait faire aussi pas mal de sport. Je leur ai fait faire du hip-hop pour se montrer, parce qu'il avait trop honte de lui. Je le sais, puisque moi, je l'ai subi aussi. Honte de ce que vous pouvez penser de moi. Vous portez un fardeau qui n'est pas le vôtre. Il y a un gendarme qui est tué à Paris, là, vers l'Arc de Triomphe. Ah, moi, j'ai cru, je me suis dit, c'est bon, on va dire que c'est moi. On frise la folie. Non, mais le pire, c'est que ce gendarme-là exerçait en plus dans la ville où j'étais assigné à résidence. C'était un pur hasard. Donc là, oui, enfin, quelquefois on fait des inférences qui n'ont pas lieu d'être, mais on est dans une telle forme, non pas de paranoïa, mais de surréalisme en fait. Je me rappelle par exemple qu'à un moment, nos enfants faisaient de l'équitation, et puis Sandra me disait, j'ai pas retrouvé les bombes. C'est bien sûr les bombes, les casques en fait d'équitation. Voilà, moi je lui dis mais au téléphone, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu parles de bombes? Tu parles des casques, voilà. Mais ça, c'est des choses qui peuvent paraître un peu tragicomiques, mais on en est là. Myriam, par exemple, la plus grande, qui, lorsqu'elle était à l'école et lorsqu'on l'appelait la fille d'Al-Qaïda, alors qu'elle avait que 12 ans, Myriam qui, lorsqu'elle voyait une de journal dans la bibliothèque de l'école, qui rentrait un peu en résonance avec ma situation, elle l'a cachée, elle l'escamotait. Maintenant, elle s'affirme. Moi, j'ai un avantage, c'est que je peux séquencer mon temps, parce que j'ai un travail, j'ai les enfants. C'est vrai que Kamel, lui, il y a une torpeur. Ce qui m'énerve d'ailleurs. Parce que lui, il séquence son temps avec ses pointages et son couvre-feu. Et puis le reste du temps, c'est artistique. T'écris un peu, mais il est en apesanteur. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. T'es un peu en apesanteur. Toi, ça doit être long. Lui, il doit avoir le temps qui t'encercle, qui te tourne autour. Moi, quand même, je vois mes enfants grandir, j'ai une prise sur ma vie, voilà. Je dis, tiens, ils vont faire telle activité, telle chose. Kamel, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, je souffre des fois de le voir comme ça, parce que je peux pas l'aider. Enfin, j'essaye bien, mais des fois, je l'enfonce. Moi, le travail, concrètement, je n'ai pas exercé de travail salarié depuis 2001. Donc, ça fait 20 ans. Alors, ça ne veut pas dire que je ne travaille pas, mais ça fait 20 ans que je ne suis pas salarié. Alors là, actuellement, j'ai ce qu'on appelle une autorisation provisoire de séjour. Donc il y a un document qui me permet simplement de décliner mon identité en cas de contrôle, mais je n'ai pas la possibilité d'avoir un travail salarié. Donc je sais qu'en n'ayant pas eu de contact avec le monde du travail pendant 20 ans, ça sera extrêmement compliqué pour moi, si cette situation est amenée un jour à se terminer, de pouvoir me réinsérer dans ce type de structure.
Je peux pas rendre ta place. Non, mais parce que c'est pas évident. Vous imaginez 7 ans de prison, 4 ans d'isolement, 13 ans d'assignation à résidence. Je veux dire, moi, j'attends pas à ce que Kamel, si je peux travailler. Moi, ça me plaît. Moi, je me dis que j'ai eu la chance d'être professeur des écoles. Et puis, on avancera. Je veux dire, la vie, c'est pas être salarié. Moi, pour moi, la masse salariale, c'est l'esclavage moderne. Kamel n'a pas de RSA, ne touche rien, en fait. Rien du tout. J'aimerais bien sûr être plus utile matériellement à ma femme et à mes enfants. J'essaye déjà d'être dans une économie quand même, d'essayer de ne pas leur coûter trop cher. Moi, par exemple, j'essaye d'utiliser mon temps pour éduquer les enfants ou pour faire des choses qui, par exemple, par rapport à Sandra, je sais que l'informatique, par exemple, c'est pas trop son truc, donc quelquefois je peux l'aider par rapport à des choses comme ça. Moi, de toute façon, je resterai pas avec Kamel si il m'apportait pas quelque chose. Hein. Je suis pas maso à ce point. Quand j'arrive ici, c'est vrai que je rentre dans un autre monde, un autre univers. D'assigner à résidence, où Kamel, il prend plus de recul sur les choses. De toute façon, il est obligé, hein, sinon tu sombrerais dans la folie. Donc, c'est une collaboration. Et on arrive à trouver un équilibre. Et on fonctionne à deux. Je pense que chacun séparément, et ça le ministère a bien compris, c'est plus difficile. Parce qu'on arrivait à trouver un équilibre ensemble. C'est vrai. Ça, le ministère de l'Intérieur l'a bien compris. Le fait de briser comme ça notre famille en nous séparant, parce qu'ils estimaient que ça faisait maintenant trop longtemps qu'on résistait, et qu'il fallait bien prendre des mesures pour que notre quotidien soit insupportable, au point qu'on finisse par prendre des décisions irrationnelles. Mais malgré tout, on essaye quand même de garder ce rapport, même si à la distance. L'idée, c'est de ne pas jouer la carte de la victimisation, parce que c'est facile, et puis je pense que c'est un piège. On a développé maintenant une façon de fonctionner pendant plus d'une décennie, qui fait que même si notre vie est très différente de celle que peut avoir tout un chacun, elle a une certaine logique, elle a un certain nombre de rituels qui font qu'elle est quand même supportable, même si c'est pas facile, bien sûr, au quotidien. Mais... Et je crois aussi parce qu'on ne fonctionne pas comme tout le monde non plus. Vous avez pu remarquer que moi, je pars un peu dans tous les sens, je suis assez exaltée. Kamel, lui, il est un peu plus posé. On ne rentre pas dans les normes non plus, Kamel. On choque. Toi, chaque fois, on ne sait pas vraiment ce que tu penses, puisque tu parles très bien, tu t'enveloppes tout. Moi, je balance tout. Les gens se disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Mais en fait, c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est parce qu'on est, je pense qu'à la base, on était déjà pas tellement adapté à la société, à la norme. Bah moi, je sais que je n'ai pas changé depuis que j'ai 10 ans, en fait, entre guillemets. Justement, je crois que résister, c'est de s'accrocher à ce qu'on est foncièrement. Quand j'ai été très mal, là, que j'avais été arrêtée pendant 1 an suite à la rafle de Kamel et au colis piégé qui était faux, là, c'est ça que je me suis dit. Mais qui je suis? Et c'est vrai que je me suis accrochée à ça. Et je sais qui je suis. Je suis quelqu'un de très simple, en fait. Hein. Et j'ai envie de rester cet enfant jusqu'à la fin de ma vie. Je ne veux pas me changer. Et c'est ça, oui, qui fait peut-être la force. C'est de traverser les épreuves. Il ne faut pas trop s'adapter non plus. S'adapter pour ne pas changer. Et ne pas se voir simplement en tant qu'individu isolé, avec, j'allais dire, un quotidien routinier sans se préoccuper du reste de notre environnement. Donc je pense que c'est ça aussi qui permet de résister et aussi d'avancer. Le fait de s'extraire comme ça d'un temps très productiviste, en fait, le temps n'est plus un diktat, on a une certaine maîtrise du temps. Paradoxalement, alors qu'on essaye de nous casser avec des routines où le temps est fortement présent, où la répétition est fortement présente, l'idée c'est un peu comme en aïkido, utiliser le mouvement de l'autre pour le transformer et en faire une force. Et ça, cette réflexion-là, elle vient aussi au fil du temps. On se dit qu'on peut avoir des moyens, un peu comme l'eau qui finit par user la pierre, la montagne, etc. On peut avoir imprimé quand même une certaine énergie en gardant une certaine force tranquille. Et ça, je pense que ça m'aide beaucoup à tenir. Ce rapport au temps, ce rapport à l'adversité et
ce relativisme aussi par rapport à l'environnement très anxiogène qu'il y a autour de nous. Non, vous mangez pas parce que vous mangerez pas. On va commencer peut-être à faire cuire les frites. C'est papa qui... Allez, on tourne. Non. Enfin là, c'est un micro directionnel, a priori ça devrait pas trop apparaître. Enfin, il y aura un bruit d'ambiance, mais... Ah mais non, mais c'est la galère. Enfin, quand tu dois tout faire au montage, il vaut mieux avoir le son le plus propre en amont. Ça évite beaucoup de travail en aval. Oui. Mois se sont écoulés après cet enregistrement. À la mi-août 2022, je suis de retour à Aurillac pour jouer le spectacle que nous préparions au moment de ma rencontre avec Kamel. Nous, on passe en résidence éphémère ou en tournée. Kamel, lui, il est là en permanence. Et régulièrement, il s'investit à la Loupiote, où Luigi lui a tendu son micro. Merci. Je vais prendre l'autre chaise. Bon, on se fera une petite partie. C'est pas la place qui manque, les gars. On se fait un entretien échec. Merci. Allez, entretien échec. Alors là, je crois qu'on est le 20 août, si mes souvenirs sont bons, en 2022. On est sur la place de la Bienfaisance, pas très loin de la Loupiote. C'est la fin du festival du théâtre de rue 2022. Donc là, on est dimanche, les gens sont à la bonne franquette et il y a des petits groupes qui jouent à la Loupiote qui sont programmés le jour d'après. La Loupiote, en gros, c'est un café associatif donc qui accueille des concerts, des activités comme par exemple un atelier théâtre, un atelier d'écriture, un atelier couture. Enfin, il y a plusieurs petits ateliers. J'y participe de temps en temps en tant que membre actif. Et il y a également des concerts, essentiellement le vendredi soir ou le week-end, ou quand il y a des occasions comme ça, comme le festival de rue. Qu'est-ce qui s'est raconté en juin lors de l'audience à laquelle tu es allé? Du coup, il s'est dit quoi à la barre? Qu'est-ce que tu as entendu et qu'est-ce que tu as pu défendre toi? Ça a été très compliqué d'y aller déjà. Il a fallu que j'obtienne un sauf-conduit délivré par le ministère de l'Intérieur. C'est un document qui me permet en fait de quitter provisoirement mon lieu d'assignation en résidence pour aller vers un autre lieu. Donc en l'occurrence ici c'était la cour d'appel de Paris. En fait ce qui s'est dit lors de l'audience, il fallait bien que le ministère de l'Intérieur et le ministère public puissent trouver quelque chose depuis 2017 à raconter sur moi. Et comme il n'y avait pas grand chose, ils ont fait les fonds de tiroir comme d'habitude. Et alors maintenant on ne me reproche plus d'être un islamiste radical mais d'être un dangereux gauchiste. Tu as dû quand même, de par ta vie, potasser énormément ces questions juridiques, judiciaires. Est-ce que c'est un travail que tu as fait toi? Est-ce qu'à chaque fois tu te fais accompagner de tes avocats pour qu'ils t'expliquent bien? Tu travailles comment tout ça? Alors j'ai été obligé de m'intéresser au droit. Déjà dès le départ quand j'étais incarcéré, puisqu'il fallait pouvoir avoir accès à mon dossier, je ne connaissais rien au droit. Et donc il a fallu s'y mettre, démêler un peu tout ça, déjà à travers le dossier d'accusation. Ensuite, lorsque je suis sorti, il a fallu saisir la Cour européenne des droits de l'homme, donc s'intéresser également au droit international.
et à toutes les procédures que permet la Convention européenne des droits de l'homme. Ensuite, par rapport à l'assignation à résidence, il a fallu s'intéresser au droit administratif et donc s'intéresser du coup au CCDA, au Code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile. Et donc se taper plein de documentation, plein de jurisprudence, plein de textes de loi, faire une veille sur des sujets bien précis, suivre un certain nombre d'avocats et de juristes sur Twitter notamment, pour être vraiment très pointu et voir les dernières informations, les derniers textes sur les sujets qui touchent à ma procédure, qui est assez complexe, puisque s'y mêle à la fois du droit commun, du droit des étrangers, du droit administratif, du droit constitutionnel même parfois, et du droit international. Et donc oui, si la justice s'intéresse à moi, je suis obligé de m'intéresser aux outils de la justice et donc notamment au droit. Et tu as des avocats aussi toi, ou tu as toujours eu les mêmes? Alors les avocats, en fait, j'en ai eu plusieurs, parce qu'à chaque fois que j'ai senti que ils étaient épuisés, ou bien qu'il fallait renouveler un petit peu, amener un peu du sang neuf, voir un peu les choses autrement, etc. J'ai sollicité des avocats. En tout et pour tout, j'en ai eu pas loin d'une douzaine. Là, actuellement, les avocats qui me défendent pro bono. Donc je ne paye que les frais de déplacement. Mais sinon, ça coûte cher. Et auparavant, j'ai déjà écoulé plusieurs dizaines de milliers d'euros juste pour ma défense. Mais les procédures, il faut les faire. C'est-à-dire que même si on sait qu'une procédure n'aboutira pas, on est obligé de faire appel, quelquefois même d'aller en cassation, parce que si on ne le fait pas, ça nous sera reproché le coup d'après. Du coup, on se retrouve avec, j'ai pas compté le nombre de procédures, mais il y a plusieurs dizaines de procédures. Est-ce que tout ça, ça t'a, tout ce que tu vis là depuis 20 ans, plus de 20 ans, oui, 20 ans, début des années 2000, est-ce que tout ça, ça a participé à te construire politiquement différemment, à te transformer politiquement? Est-ce qu'il y a un travail comme ça qui s'est opéré Oui, bien sûr. Ces 21 ans de procédures en tout genre ont fait qu'il y a eu beaucoup de soutien venant de la gauche ou bien des milieux anarchistes ou des milieux qui travaillent en autogestion. Et effectivement, ça m'a donné beaucoup de grain à moudre politiquement. Je me suis intéressé à des questions peut-être que je n'aurais pas du tout vues de cette façon, que je n'aurais pas développé de cette façon. Et ça m'a permis d'avoir beaucoup de recul par rapport à ma situation et m'intéresser aux libertés publiques, aux libertés fondamentales d'une façon beaucoup plus macroscopique. Et donc du coup de m'intéresser à des affaires qui n'ont pas grand-chose à voir avec la mienne, mais qui ont un peu les mêmes ressorts puisque c'est tout ce qui est contrôle et surveillance. Enfin, c'est des sujets déjà qui m'intéressaient auparavant, mais je les ai beaucoup approfondis, notamment à travers des radios, des maisons d'édition. Et oui, donc ça m'a fait avancer politiquement, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, en fait, de ce qu'on appelle la gauche radicale, entre guillemets. Ça m'a permis d'éclairer énormément de choses. C'est un enrichissement. Et c'est des gens qui m'ont soutenu lorsqu'il y a apparu, par exemple, des cagnottes, qui m'ont soutenu médiatiquement, qui m'ont soutenu lorsque j'étais en prison, qui ont relayé mes messages, mes blogs, mes coups de gueule, mes coups de cœur, etc. Et voilà, ça m'a permis d'avoir des amis et j'en suis content.
d'Aurillac. Trop bien, c'est qui? Ah mais c'est Kamel. Ah ouais, c'est Kamel. Tu veux ouvrir? Bah ouais. Lettre du 16 février 2024. Cher Mayday, après la fin de l'édition 2022 du Festival international du théâtre de rue d'Aurillac, Sandra est encore restée quelques jours avec les enfants pour partager ensemble la fin des vacances estivales. Puis ma famille s'en est allée pour passer quelques jours avec Meriem, l'aînée, avant la reprise du travail et de l'école. Cette période est toujours un peu pénible pour moi. C'est là que je vois tous les parents vêtus de leurs plus beaux habits assister à la rentrée de leurs enfants, et que cela me ramène à ce fameux dimanche 27 novembre 2016, jour de ma rafle. La fin de l'année 2022 et l'année 2023 ont été remplies de procédures et de décisions de diverses juridictions, comme la Cour d'appel de Paris, le tribunal administratif, la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme, qui non seulement n'ont pas été en ma faveur, mais en plus ont été très décevantes. Le 14 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l'homme m'a en effet déboutée de ma requête visant à déterminer si mon assignation à résidence très longue durée relève de la privation de liberté, ce que je soutiens, ou seulement de la restriction de liberté, ce que soutient le gouvernement français. La CEDH, après 5 longues années d'attente, a jugé que je n'avais pas épuisé toutes les voies de recours en France en omettant 2 procédures. L'une devant le Conseil d'État, l'autre devant la Cour de cassation. 4 jours après, Sandra a arrêté de s'alimenter et de boire pendant 4 jours pour protester contre cette décision décevante et humiliante, après avoir expliqué son geste dans un communiqué publié sur mon blog. Cette année 2024 s'annonce ainsi comme une nouvelle année de lutte pour faire valoir mes droits et ceux de ma famille. Cher Médée, malgré le complexe que l'on attribue à ton célèbre paronyme Médée, je préfère retenir, comme la romancière Christa Wolf, qu'elle est une femme libre et étrangère qu'on accuse d'être une magicienne dès que sa présence dérange tout. Tout comme ma compagne Sandra, diminutif d'Alexandra, étymologiquement celle qui protège l'homme. Elle est libre et étrangère à ce monde et dérange. Tout au long de notre Odyssée et de notre mythe des Argonautes, elle a su aimer et protéger son Jason, envers et contre tout. Kamel. C'était le 2e volet d'une rencontre avec Kamel Daoudi. Enregistrement de Namé, Luigi au montage.